Des crimes de guerre ont-ils été commis à Izium? C'est ce que dit Kiev depuis la découverte de centaines de corps enterrés sommairement dans cette région qui a été reprise aux Russes. Les autorités locales affirment que des personnes ont été torturées et exécutées. Nous allons voir dans l'émission ce qu'il en est vraiment avec nos envoyés spéciaux sur le terrain et nos experts en plateau. Mais d'abord, regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Michel Scott, Frédéric Petit et Gabriel Orion. Nous sommes aux abords immédiats de la ville d'Izium. Dans ce bois, une foule est rassemblée, des pompiers de la ville, des policiers réquisitionnés pour une tâche insoutenable. Car il s'agit ici de fouiller le sol sablonneux à la recherche de corps. Il y en aurait des centaines, civils pour la plupart, tous victimes de l'occupation russe. Ce sont les soldats russes qui contrôlaient le secteur. Ils étaient là, tout autour. Et ces derniers sont soupçonnés de crimes de guerre. Une par une, des dépouilles sont exhumées et le difficile travail d'identification commence. Les procureurs ukrainiens chargés d'enquêter sur les exactions de l'ennemi sont à pied d'œuvre. Passez-moi le mesureur. C'est donc une enquête d'envergure qui est actuellement menée par tous ces hommes, des spécialistes de l'investigation criminelle. Il faut trouver les causes de la mort, il faut retrouver les identités des gens. Et tout ça devant la presse internationale prise à témoin. Certains cadavres ont-ils les mains attachées? On ne sait pas encore. Nous commençons seulement les investigations. Au total, les Ukrainiens vont vérifier 445 tombes suspectes. Des victimes civiles et militaires enterrées à la va-vite par les Russes. Un scénario similaire à d'autres zones où des crimes de masse ont été commis. Il s'agit de savoir si, encore une fois, nous sommes dans une répétition de ce qui s'est passé à Boutcha, au début de la guerre, près de Kiev, ou s'il s'agit tout simplement de victimes d'une zone de combat, car les Russes et les Ukrainiens se sont battus ici, dans la zone d'Izium. Et dans toutes les localités libérées de cette partie nord-est du pays, le décompte des personnes disparues a aussi commencé. Voilà, reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux à Izium pour comprendre ce qui s'est passé et pour en parler, accueillons en plateau Christian Megrelis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions transcontinentales d'édition. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club de l'info. Accueillons également Aline Lebeil-Kremer. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine, voilà, être aux côtés évidemment de l'Ukraine, je traduis évidemment en français. Accueillons également Jean-Baptiste Noé, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit, expert en géopolitique et stratégie. Enfin, Ulrich Bouna, bonjour, analyste géopolitique de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Vous êtes l'auteur de ce livre, La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective, aux éditions du Cygne. Depuis hier, je le disais, des centaines de corps ont été retrouvés à Izium. Le gouverneur régional d'Izium affirme que 99% des corps exhumés présentaient des signes de mort violente. Plusieurs corps ont été découverts avec les mains liées derrière le dos. Une personne a été enterrée avec une corde autour du cou, nous disent les autorités ukrainiennes. Je me tourne vers vous, Florence Okeli. Florence, dites-nous ce que l'on sait à l'heure où nous parlons sur ces corps qui ont été retrouvés. Alors évidemment, bien sûr, tout cela est encore en cours d'investigation puisque ça fait 48 heures que ces sépultures ont été découvertes près de cette ville d'Izium, dans une zone forestière, cette ville qui a été libérée récemment par les Ukrainiens. Près de la ville d'Izium, je vous le disais, et cette carte satellite montre cette zone. C'est ici environ dans une zone boisée que c'est 450 corps pour l'heure, car il y en aura peut-être plus, ont été découverts. Il y a également des corps d'enfants dans ces sépultures qui sont signalés, vous le voyez sur cette photo, par de simples croix en bois, certaines numérotées, certaines fleuries. D'ailleurs, 450 victimes, mais moins de tombes. Il y en a 433 identifiées actuellement, des tombes individuelles, et il y a aussi au moins une fosse commune. On y a retrouvé les corps de 17 soldats ukrainiens. Ils pourraient être plus nombreux. Le décompte est toujours en cours selon les autorités locales.
Qui sont-ils, Florence, et sait-on comment sont-ils morts? Alors, selon les Ukrainiens, il s'agit essentiellement de civils. Quant aux causes de leur mort, eh bien, l'enquête est en cours avec ces images impressionnantes de ces 200 agents et experts qui sont présents sur place pour les exhumer un à un. Ils seront ensuite identifiés, ces corps, à Kharkiv. Des tests ADN vont être réalisés. Ce qu'on sait déjà, c'est que la quasi-totalité d'entre eux, et ça vous le disiez, 99%, ça veut dire presque tous de ces corps exhumés, présentaient des signes de mort violente. Ça, c'est le gouverneur régional qui le dit. La question est bien sûr de savoir comment ces personnes précisément sont mortes. Il y aurait donc la possibilité d'exécution sommaire. Ça, ce sont encore une fois les déclarations des autorités locales qui le font penser. Il y aurait plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos, une personne enterrée avec une corde autour du cou. Ça, c'est confirmé au moins par un journaliste de l'AFP, qu'une personne a été retrouvée avec des mains liées derrière le dos. On ignore encore s'il s'agit d'un civil ou d'un militaire. Il y aurait donc ce cas de pendaison. Et puis, la majeure partie de ces victimes auraient été tuées par des bombardements sur la ville d'Izioum, qui a été lourdement frappée. Il y a aussi des morts par balles. La question est bien sûr maintenant de savoir s'il s'agit précisément de crimes de guerre. Florence, peut-on comparer ce qui s'est passé avec les massacres qui ont été découverts à Boutcha et à Irpin, dans la banlieue de Kiev? Alors, ce n'est pas la première fois, effectivement, que la Russie est accusée d'avoir possiblement commis des crimes de guerre, des atrocités à Boutcha, au moins 350 victimes, à Irpin, ces villes d'où elle s'était retirée, scénario qui semble donc similaire avec celui d'Izioum, mais il y a tout de même une différence de taille. On va regarder à nouveau ces photos. Cette différence, ce sont ces sépultures, ces croix. Là, on est dans un scénario bien différent d'Izioum, où il y avait uniquement une fosse commune, des corps jetés à la hâte, enterrés à l'époque sans aucun signe distinctif. Merci Florence, comme ça on a le cadre qui est posé et les informations sur ce qui s'est passé à Izioum à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'on peut avoir, Christian Megalis, des certitudes, alors que ça fait moins de 48 heures que l'on a découvert ces corps enterrés pour la plupart sommairement à Izioum? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour avoir des certitudes. La plupart de ces morts sont probablement été tués par des bombardements. Lesquels, combien, quel pourcentage, qu'il y ait eu des exécutions ou des tortures, c'est vraisemblable, mais ça n'est pas certain, c'est à démontrer. Par conséquent, on est devant un puzzle macabre qu'il va falloir dénouer et essayer de façon objective, attention, de façon objective, d'évaluer. Selon que l'on aura 90% de morts de morts de bombardement ou 90% d'exécution, c'est pas la même chose. Vous avez raison, il faut, c'est le travail des enquêteurs d'aller au-delà de l'émotion et de retrouver des informations de manière objective, parce que l'horreur a été découverte à Izioum, et je voudrais vous faire écouter la réaction de Volodymyr Zelensky qui a dénoncé des atrocités. Aujourd'hui, le monde doit voir ce que l'armée russe a laissé derrière elle. Un autre charnier de personnes assassinées. Enfants et adultes, civils et militaires, torturés, abattus, tués par des bombardements. Même des familles entières y sont enterrées. Mère, père, fille. Aujourd'hui, il existe déjà des preuves de nouvelles atrocités commises pendant l'occupation russe. Aline Lebel-Kreimer, vous qui défendez les Ukrainiens, quand vous voyez ce qui s'est passé, est-ce que vous vous dites, c'est sûr, ça porte la marque de l'armée russe? Oui, ce dont on est sûr tout de même depuis des mois, c'est qu'à chaque fois que le reflux de la marée d'occupation russe, ce sont des massacres et ce type de scènes macabres. Donc ça, on commence à en être sûr. Ce dont on est sûr, c'est que ce scénario se répète. On sait, on a des informations qui émanent d'autres territoires occupés. La situation à Mariupol est complètement dingue. Ce dont on est sûr aussi, mais il y a quand même quelque chose à mettre en lien. Ce sont les discours qu'on entend dans l'espace informationnel russe en ce moment, qui sont des discours qui appellent à l'extermination.
au génocide, a tué des millions d'Ukrainiens, des discours de haine qui ressemblent, pardon, mais à la radio d'Émile Colline en son temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la radio d'Émile Colline, c'est une radio lors du génocide des Tutsis au Rwanda qui a appelé au massacre et au génocide de tout un peuple qui a eu lieu. Ce qu'il s'entend, ce qu'il se prononce, ce qu'il se dit dans l'espace informationnel russe en ce moment, c'est de cet ordre-là. Donc après, ce dont on est sûr, finalement, c'est qu'en bout de chaîne, bah oui, on découvre des charniers, on découvre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Ça, pardon, mais ça ne fait plus de doute. En fait, il y a un lien entre ce qui est dit en Russie en ce moment, de la part de responsables, de la part de journalistes, de la part de députés de la Douma, de la part de responsables politiques, de la part de cinéastes, de la part d'intellectuels. Et en bout de chaîne, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ces scènes de crimes? C'est ça qui se passe. Bien sûr, donc il faut une enquête à la demande des Ukrainiens eux-mêmes, qui appellent à la transparence. Et l'ONU va envoyer aussi... Voilà, qui appellent aux journalistes à l'aide internationale sur un plan juridique et de justice internationale. C'est demandé par eux-mêmes. Il faut en effet que au maximum, le plus de monde possible soit témoin de ces scènes, d'une part, quand même pour les dénoncer, parce que, oui, a priori, s'il y a des enfants, des gens torturés qui présentent des marques de mort violentes, il est question de strangulation, il est question de torture, il est question de salles de torture découvertes à Kharkiv, on a des informations terribles qui nous viennent de Kherson, on a des informations terribles qui nous viennent de Mariupol, où les gens meurent de faim, il est question que là aussi, à Izium, des gens soient morts de faim. Qu'est-ce que c'est que ça, sinon une scène de découverte de crimes de guerre? L'enquête le confirmera. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'émotion... Notre rôle de journaliste, c'est d'être prudent, parce que par le passé, il y avait des évidences et l'enquête a prouvé que la situation était contraire à ce que l'on avait pu voir. Oui, mais pas à Boutcha, pas à Irpin, pas à Boutcha et Irpin, et pas en Ukraine, en c'est sûr. Mais là, on vient de découvrir à moins de 48 heures. Est-ce qu'il est possible de s'apercevoir, et là je me tourne aussi vers Jean-Baptiste Noé et Ulrich Bounard, que ces personnes sont mortes dans des bombardements qu'il est compliqué d'identifier, puisqu'il y a eu des bombardements de qui? À partir du moment, un crime de guerre, c'est un bombardement russe qui bombarderait des infrastructures civiles. Cette zone était occupée par les Russes, donc il aurait été cohérent que l'armée ukrainienne bombarde aussi pour faire sortir les forces russes des territoires ukrainiens. Le distinguo tout de même entre les forces ukrainiennes et l'armée russe, ce sont les objectifs civils. L'armée ukrainienne ne bombarde pas les objectifs civils, et encore moins les siens. Enfin, cette ville est ukrainienne, donc les gens qui sont morts sur les bombardements, ils sont morts de l'occupation russe et des forces russes. Enfin, ça c'est quand même, c'est quand même évident. Donc après, il y a la question de l'émotion. Effectivement, il faut des enquêtes, il faut décrypter, il faut. Mais je pose la question parce que, bien sûr, d'ailleurs, parce que l'ONU, même l'ONU, donc c'est pas moi, et l'ONU évidemment a pour objectif la protection et la défense des civils, se montre très prudente et veut envoyer une équipe sur place parce que l'enquête c'est toujours très long. Écoutez, à la demande des Ukrainiens. Et la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU. Nos collègues en Ukraine, de la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, vérifient ces allégations et ils ont pour objectif d'organiser une visite à Izium pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes. De toute évidence, toute information de cette nature est choquante. Et c'est pourquoi il est important que les circonstances de la mort des personnes qui pourraient se trouver dans ces fosses communes soient établies. Ulrich Bounard. Oui, déjà ce que je voudrais juste rappeler, c'est que toutes ces personnes, quelle que soit la façon dont elles sont mortes, que ce soit sous les bombardements, de faim, effectivement, parce qu'il y a des problèmes de famine et de manque de médicaments dans toutes les zones qui sont occupées, toutes ces personnes ne seraient probablement pas mortes si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine. Donc juste déjà, repositionnons les choses clairement. Donc oui, la Russie porte une responsabilité dans ces morts-là. Après, juste aussi un autre point par rapport à la conquête d'Izium, c'est lorsque la Russie a conquis la ville d'Izium, elle a mis à peu près un mois à conquérir cette ville avec des bombardements extrêmement violents, comme on a pu le voir à Mariupol, à Severodonetsk, etc. La reconquête de l'Ukraine a été extrêmement différente. Elle a été extrêmement rapide, puisque finalement ce sont les troupes russes qui sont parties suite à la percée qu'il y a eu à Balaklia. Donc après, est-ce que finalement, mais effectivement maintenant c'est plutôt le temps de l'enquête pour déterminer si ces personnes sont mortes dans des bombardements probablement d'origine russe d'ailleurs, puisque les conquêtes et reconquêtes ont été vraiment différentes. Est-ce qu'elles sont mortes de l'occupation ou des conséquences de l'occupation? Ce sera l'enquête de le déterminer. Après,
on a quand même cet exemple de 17 soldats qui ont probablement été exécutés et jetés dans une fosse commune, donc ce qui constituerait, même si ce n'est que 17 sur 450, un crime de guerre clairement établi. Mais voilà, après, effectivement, on ne peut pas encore définitivement déterminer de quoi sont morts ces 450 personnes. Mais voilà, gardons en tête qu'il n'y aurait pas eu d'invasion russe en Ukraine, ces personnes-là seraient très probablement encore en vie. Ce qui est sûr, c'est que la communauté internationale a réagi extrêmement rapidement. On peut voir des réactions, notamment celle d'Emmanuel Macron, qui condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izium en Ukraine sous occupation russe. Leurs auteurs devront répondre de leurs actes. Il n'y a pas de paix sans justice. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, parle de la Russie, ses dirigeants politiques et toutes les personnes impliquées dans les violations continues du droit international et du droit humanitaire international en Ukraine devront rendre des comptes. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la Russie agit de manière épouvantable et cela se voit et se répète à chaque fois que la marée russe se retire de parties de territoires qu'elle a occupés en Ukraine. On voit ce qu'elle laisse dans son sillage. Et il y a quelques minutes, cette dépêche est tombée. La présidence de l'Union européenne veut un tribunal pour crimes de guerre. On rappelle que la présidente de l'Union européenne, évidemment, est occupée par la République tchèque et donc elle appelle aujourd'hui à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre après la découverte de ces corps à Izium. Est-ce que ça vous semble cohérent, Jean-Baptiste Noé? En tout cas, ce qui est cohérent et ce qui est bien, c'est de voir que dès le début de la découverte, il y a des enquêtes qui sont menées. Et c'est important que ça se fasse dans la plus grande transparence pour que les découvertes ne soient contestées par aucune des parties. Parce que si on veut qu'ensuite il y ait jugement et donc qu'il y ait justice qui soit rendue, il faut que la justice soit transparente et qu'elle n'apparaisse pas partiale. Que ce soit réellement la justice qui soit rendue et non pas une vengeance. Donc ça c'est très bien et ce que fait l'ONU est très important aussi dans la déclaration qu'on a vue. C'est effectivement important que tout ça soit mis en place dès maintenant. Si on veut ensuite qu'il y ait des personnes qui soient jugées, il faudra les arrêter. Ça c'est un cas très différent. On a pu le faire en Yougoslavie. On a pu le faire au Rwanda parce que des personnes avaient été arrêtées, parce qu'un tribunal ad hoc avait été constitué. Ça sera assez compliqué d'arrêter des Russes, sauf à aller en Russie pour les chercher. Mais enfin, là, on est quand même sur un autre cas. Et on voit que même avec la Yougoslavie et le Rwanda, les enquêtes sont très longues, les jugements sont très longs, ça prend des décennies. Donc là, ce sont des déclarations face aux horreurs qui sont découvertes. Mais ensuite, le processus judiciaire est très loin de commencer et encore plus loin de se terminer. C'est bien de dire qu'il faut créer un crime de guerre, un tribunal pour les crimes de guerre, mais si la Russie ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, est-ce qu'on peut espérer voir un jour ces auteurs ou Vladimir Poutine répondre de leurs actes? Ils ne collaboreront pas s'ils ne reconnaissent pas. Et puis ils ne vont pas y aller d'eux-mêmes en sachant qu'ils vont se faire condamner. Donc c'est sûr que c'est très bien de vouloir instituer un ordre juridique reconnu par l'ensemble des nations, mais justement il faut que toutes les nations le reconnaissent. Et on voit très mal la Russie reconnaître ça, sachant que c'est elle qui est visée par les condamnations possibles. Je rappellerai l'exemple de l'avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu par les séparatistes du Donbass, oui, et pour lequel on a trouvé finalement les responsables, ils sont passés au tribunal, mais ça a pris des dizaines d'années. C'est en 2014, me semble-t-il, non? Ça peut aller plus vite si le régime tombe, parce qu'il sera vaincu. Ce qu'il faut pour arrêter les crimes, en tout cas de notre point de vue, c'est la défaite du Kremlin, de Vladimir Poutine sur le terrain militaire. Ce qui peut arriver, les crimes. C'est une autre histoire. Oui, mais c'est lié parce que un Poutine vaincu, un Poutine hors du pouvoir, Poutine et son orchestre, parce qu'il ne s'agit pas que de Vladimir Poutine dans cette histoire, mais d'un régime global. Donc il faut battre et défaire ce régime-là, ce qui amènera probablement à ce que ce même régime soit traduit devant un tribunal international. Donc oui, c'est lié, bien sûr que c'est lié. L'urgence, en tout cas du côté ukrainien, c'est il y a une contre-offensive quand même à l'œuvre, qui a besoin de notre soutien, qui a besoin d'armes d'ailleurs pour gagner. La meilleure façon d'amener les criminels devant un tribunal, qui dira ce qu'il doit dire en fonction des éléments qu'on a. Voilà, c'est la victoire militaire. On va y venir sur ce qui se passe sur le terrain, Ulrich Bounard. Non, mais effectivement, pour rebondir un petit peu sur l'exemple du MH17, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que même si les 5 ou 6 inculpés sont du coup réfugiés en Russie, ça n'a pas empêché la justice, en l'occurrence néerlandaise, puisque donc la compagnie, il y avait des Néerlandais qui ont porté plainte. C'est pour ça que le jugement s'est fait là-bas, étant en délibération, mais il s'est fait là-bas, et ça a quand même permis de mettre sur la place publique
l'ensemble des éléments qui avaient été récupérés et de montrer en fait, la chaîne de commandement et les responsabilités des différentes personnes. Donc après, effectivement, ces personnes seront là sont délibérées, donc elles seront probablement condamnées. La peine sera du coup pas exécutée puisque ces personnes-là sont réfugiées en Russie, enfin en tout cas ne seront pas extradées par la Russie. Mais par contre, je pense que c'est quand même extrêmement important. Ça permet de prendre date aussi pour l'histoire et pour l'ensemble des victimes. C'est important d'avoir ce genre de jugement, même si les auteurs ne sont pas dans le box des accusés. On se retrouve dans un instant parce qu'il faut qu'on aille sur le terrain pour comprendre, à l'heure où nous parlons, quel est le rapport de force entre Ukrainiens et Russes, à l'heure où les forces russes accumulent les défaites sur le terrain, dans la région de Kharkiv, mais aussi dans le Donbass. Comment expliquer une telle débâcle? Réponse dans un instant. Votre programme avec QuickBooks.fr. QuickBooks,